moi, je voudrais juste reposer une question à Gérard, et notamment sur la précision. Quand tu dis l'expérience n'est pas réductible à la mémoire ou quelque chose de cet ordre-là, donc qu'est-ce que c'est la mémoire qui n'est pas réductible à l'expérience là? Je fais. Je suis interrogé à mon tour. Ben oui, je suis désolé. Parce que je peux boire un coup. Bon, les travaux sur la mémoire épisodique et la mémoire, disons, sémantique, c'est pas ma tasse de thé, mais il y a du vrai dedans quand même. Hein. Bon. Alors c'est vrai que la succession, on a une mémoire épisodique. Hein. On se souvient par exemple du moment où on a eu l'impression de séduire une femme, par exemple. Hein. Où on a eu l'impression, je dis bien, parce que c'est souvent une impression. Bon. On a la mémoire d'accidents, on a la mémoire même de certaines prises de conscience un petit peu violentes. Bon. Mais ça n'est pas forcément les leçons tirées de l'expérience, même si on s'appuie dessus. Alors, ce que vous avez dit tout à l'heure, en particulier Guy Jobert, en distinguant l'expérience comme processus et l'expérience comme produit, ne résout pas totalement le problème, hein, puisque les deux interfèrent en permanence dans l'évocation que nous pouvons faire devant une situation nouvelle. Hein, moi, je dis souvent, la compétence ne se mesure pas seulement à la manière de traiter une classe de situation, elle se mesure aussi au fait qu'on est moins démuni devant une situation nouvelle. Moins démunis devant une situation nouvelle, ça veut dire qu'on va puiser dans ses ressources. Ben, quand on puise dans ses ressources, on ne puise pas dans la mémoire de tous les événements, toutes les situations qui ont pu jalonner notre expérience. Il y a bien une forme économique les leçons tirées de l'expérience ont une forme économique. Sans ça, elles ne seraient pas accessibles, tout simplement. C'est ça que je voulais dire. Donc, alors même si la mémoire collective, si on peut donner du sens à la mémoire collective, c'est-à-dire au fait qu'on n'est pas tout seul et qu'on travaille avec d'autres et qu'on peut avoir des ressources chez les autres, etc. Moi, j'ai un bon exemple au CNRS qui n'a jamais été très bon pour capitaliser les connaissances des gens qui partaient en retraite, et notamment les techniciens et ingénieurs qui avaient des savoir-faire peu valorisé par la communauté scientifique, mais très important dans la vie d'un laboratoire. La communauté des électroniciens au CNRS a un jour considéré que, tout en ayant été recrutés sur la base des mêmes formations et des mêmes diplômes, c'est une communauté de 250 à 300 personnes, la communauté des électroniciens au CNRS, il y en a une partie qui est affectée dans un laboratoire d'électronique ou dans un laboratoire de physique nucléaire avec une forte dose d'électronique dans l'exercice du métier, d'autres qui sont dans des laboratoires de sciences de la vie ou d'autres dans les laboratoires de linguistique, par exemple. Ben, même s'ils ont eu la même formation initiale, au bout de quelques années, ils ne font plus le même métier. Et leur expérience est différente. Et ils ont pris sur eux, les électroniciens, d'organiser une école d'été, puis une deuxième école d'été, pour mettre en commun les connaissances et compétences que les uns ou les autres avaient pu développer dans l'exercice de leur métier et que les autres n'avaient pas pu développer parce que justement les conditions en étaient différentes. Alors cette capitalisation collective, qui n'est pas toujours suffisamment encouragée, est très importante et très intéressante, et le fait est que chaque individu de cette communauté peut avoir recours à d'autres pour résoudre un problème auquel il peut confronter, notamment lorsqu'il a affaire à une situation nouvelle. Dans l'expérience, un mot qui n'a pas été prononcé peut-être avec suffisamment de force, mais que je trouve très important, c'est la contingence. L'expérience est contingente. Moi, je ne sais pas comment vous vous interrogez sur votre propre vie. Moi, quand je m'interroge sur la mienne, je m'aperçois que la contingence est partout. Hein, c'est-à-dire
qu'il y a plein de virages qui ont été pris par moi dans ma vie professionnelle, que je trouve pourtant raisonnablement cohérente. Hein. Elle est raisonnablement cohérente, mais elle est pleine de contingences, c'est-à-dire d'accidents de parcours qui ont fait que je me suis orienté vers ceci ou vers cela à un moment donné. Alors le fait est que quand on a des soutiens extérieurs à sa propre mémoire individuelle, à sa propre expérience individuelle, on est plus à l'aise. Alors je ne sais pas pourquoi je disais tout ça en fait. C'était en réponse à Patrick. C'était pour répondre aux questions que tu as posées. Il m'a provoqué. Tu as posé 2 questions, donc moi j'ai essayé de jouer le jeu, j'ai essayé de répondre aux questions que tu as posées. Compte tenu des réponses que tu viens d'apporter d'ailleurs, qui sont intéressantes, et comment se capitalise l'expérience du sujet, c'est la question que tu as posée. C'est intéressant parce que dans ce que tu viens de dire là, au fond, ce que tu dis, c'est que l'expérience du sujet, elle se capitalise aussi en dehors du sujet. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Je pense que l'expérience la plus subjective, elle se capitalise aussi dans ces processus génériques. Moi, je les appellerais comme ça, que tu viens de désigner, c'est-à-dire ces processus de stockage transpersonnel, qui n'appartiennent à personne, dont personne n'est propriétaire, mais qui font histoire et mémoire collective, on pourrait dire, dans un métier, comme tu viens de l'indiquer. Simplement, donc là, à ta question comment, je répondrai d'abord où. C'est-à-dire pas à un seul endroit, pas simplement dans le sujet, mais aussi dans le sujet, parce que je pense que ce sont les mêmes mécanismes, d'une certaine manière, de stockage générique par conceptualisation. Franchement, je partage cette idée qu'il n'y a pas de mémoire sans conceptualisation. On peut avoir une idée différente de la conceptualisation. En tout cas, l'idée de formalisation indispensable pour que, d'une certaine manière, de la ressource s'accumule par des invariants, ça me paraît très important. Après, le problème qui se pose, à mon avis, c'est le rapport entre les invariants génériques collectifs et les invariants individuels. Là, évidemment, mon choix irait plutôt du côté de l'idée que c'est quand, dans un collectif de travail, comme celui des techniciens que tu as évoqué, quand dans un collectif de travail, d'une certaine manière, on s'arrête de controverser sur ces invariants, c'est-à-dire lorsqu'on s'arrête de s'y attaquer, en un sens, on pousse le sujet à titre individuel à se refermer sur sa mémoire, et d'une certaine manière, on le prive de l'énergie nécessaire au développement de sa propre mémoire. C'est comme ça que je me poserai le problème des rapports entre les ou. Autrement dit, quand un collectif cesse d'être hétérogène, lorsqu'il devient, j'allais dire simplement, défenseur de ses invariants génériques, de son genre professionnel, de son métier par exemple, il fait vraiment courir des risques au sujet dans leur développement absolument singulier. Rien n'est pire que la nécrose des invariants collectifs. Rien n'est plus producteur de nécrose d'invariants individuels, si je peux dire. Quand le monde se met à parler d'une seule voix, en général, les sujets deviennent muets. Voilà. Donc moi, sur cette question-là, je suis absolument d'accord sur le fait qu'on ne peut pas confondre expérience et mémoire. Qui est, par contre, c'est pas simplement le comment qui m'importe, mais c'est le où, et j'allais dire le mouvement des où, le passage des où, c'est-à-dire des lieux où ce travail de stockage s'effectue. Puis juste un mot sur la question de la prise de conscience et de l'inconscient, qu'on va bien sûr régler maintenant, tout de suite. Je pense qu'il y a un problème important, c'est à mon avis, de ne pas confondre inconscient avec absence de conscience. Dans le début de Pensée et langage, il y a une discussion comme ça de Vygotsky avec Piaget, avec Freud d'ailleurs, où Vygotsky reprend cette position freudienne, c'est l'inconscient, c'est pas l'absence de conscience.
C'est pas ce qu'on ne sait pas, l'inconscient. L'inconscient, c'est le négatif. Hein. C'est ce qui, d'une certaine manière, n'est pas réalisé. C'est ce qui n'est pas réalisé et qui insiste. Et qui vient, d'une certaine manière, prendre le sujet en défaut. Parce que si on est simplement dans l'inconscient comme absence de conscience, on ne voit pas à quel point il y a une énergie du non réalisé qui insiste dans la conduite, c'est-à-dire qui vient d'une certaine manière porter la contradiction à l'action du sujet, que cette énergie-là, c'est une énergie vitale pour le développement. Autrement dit, je pense que l'un des acquis de la psychanalyse sur ce point-là, c'est d'avoir bien marqué à quel point ce qui n'est pas fait compte, ou ce qui n'a pas pu être fait, ou ce qu'on n'a pas voulu faire, compte beaucoup dans ce qu'on fait sans vouloir le faire, quoi. Et ça, c'est pas simplement, comment dirais-je, un résidu de l'action. Je pense que c'est une source majeure de l'action, ce conflit-là. Si bien que je me suis souvent posé la question de savoir si dans ce qu'on fait, et qui n'est pas du même ordre que la cure analytique, on n'est pas aussi dans une situation où l'analyse du travail ne fait pas simplement que faire avec ou laisser de côté l'inconscient, mais d'une certaine manière le sollicite dans ce sens-là, si on entend l'inconscient comme activité non réalisée, ce qui est ma définition. Si l'activité non réalisée, c'est finalement ce processus dynamique qui vient négativement développer l'activité, si je peux dire, hein, alors je me suis parfois demandé si notre activité à nous, c'était pas aussi de développer l'inconscient. Parce que, en un sens, chaque fois qu'on provoque des prises de conscience, chaque fois qu'on met un sujet en situation de s'approprier ce qui lui échappe, on ne le met pas en situation d'apurer ce qui lui échappe. On le met dans une situation de provoquer de nouvelles activités qui lui échappent, quoi. Donc, personnellement, je dirais que la psychologie, ça consiste aussi, bien sûr, à développer la conscience, mais paradoxalement, c'est aussi développer l'inconscient qui me paraît nécessaire, quoi. Si l'inconscient, c'est pas simplement l'infantile qui agit en moi, hein, mais si l'inconscient, c'est dans l'activité le non réalisé qui insiste. Et, voilà. Donc là, on est sur des très grandes questions, mais ça veut dire que dans l'analyse du travail, on joue avec l'inconscient, mais pas simplement avec l'inconscient infantile du sujet, quoi. Alors, c'est bien difficile la question de Gérard Venu, mais il y a deux, trois choses peut-être qu'on peut tenter de répondre. Hein. La capitalisation dont tu parles, c'est pour ça que j'avais besoin de bien voir de quoi tu parlais quand il s'agissait de la mémoire. Hein. Il me semble qu'il y a ce mouvement, à la fois du fait qu'une partie de ce qui est capitalisé, ça peut se faire en dehors du sujet, et ça, Yves en a dit quelques mots, mais ce en dehors du sujet, et c'est précisément, me semble-t-il, ce qui fait l'intérêt des théories de la conceptualisation, c'est précisément que en dehors du sujet, il est aussi, s'il va faire l'objet du processus d'appropriation. D'une certaine façon, on pourrait dire que l'expérience, dans un grand nombre de cas, elle est éparse, désordonnée, faite d'événements, de chocs, de surprises, de mauvais moments à passer, et que d'une certaine manière, de discontinuité, comme dirait Dewey, mais il donne toutes sortes de discontinuités, puisqu'il y a de la confusion, du désordre, enfin tout un ensemble de ces éléments-là. Et qu'à un moment donné, le processus de l'enquête qu'il propose, comme à certains moments quasiment un synonyme de l'expérience, mais de l'expérience travaillée, me semble pouvoir être réinterprété dans le cadre de la théorie des champs conceptuels, des schèmes et des champs conceptuels que propose évidemment Gérard Vergniaud, à savoir c'est comment on met de l'ordre dans tout ça. Et comment on met de l'ordre dans tout ça, et le comment on met de l'ordre dans tout ça est toujours finalisé. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de mettre de l'ordre dans tout ça pour créer une bibliothèque bien propre, comme on vient de le dire, ni pour mettre de l'ordre dans la mémoire, mais c'est
la remise en ordre ou la mise en ordre des événements, de la dispersion, de la disparité des éléments de l'expérience, de la souffrance de l'expérience à un moment donné, n'ont pas d'autre motif que la possibilité de continuer à agir dans le monde et d'agir sur le monde, à savoir que ce n'est pas un ordre pour le consulter à un moment donné, mais c'est de toute façon une remise en ordre qui est faite pour l'action. Et de ce sens-là, la définition que donne Gérard Vergniaud, à la fois de la représentation et des schèmes, me paraît absolument décisive, au sens où l'ordre recomposé, ou l'ordre composé de l'expérience à travers la recomposition des représentations et des schèmes, immédiatement finalisé par l'action ou les actions à venir, me paraît une des manières de traiter la question de la mémoire. Alors je ne sais pas si, en tentant le coup maintenant, je suis très clair, mais il me semble qu'il y a quelque chose à travailler de ce point de vue-là. Et concernant le court terme et le long terme, précisément, et c'est assez difficile à exprimer, le court terme, c'est pas grand-chose. Le court terme de la prise de conscience, du dérangement, de la surprise, de l'événement, de la discontinuité, etc., n'a aucune chance de passer dans le long terme s'il n'y a pas une reprise. Au sens d'une relance, d'une reprise, d'une relance, il faut que quelque chose d'autre, soit dans la contingence des situations, soit dans la non-contingence au sens où peut-être les organisations du travail ou les dispositifs de formation, puisqu'on est là, reproposent de quoi développer, mais au sens fort, le dérangement, la surprise, l'événement, le début de prise de conscience, la discontinuité qui est intervenue à un moment donné, pour qu'elle puisse être développée dans d'autres activités, pour qu'elle puisse avoir un devenir, pour que ça puisse se prolonger dans la construction des schèmes. Mais même les schèmes, même l'organisation qu'on a, si plus rien ne se présente, vont finir par, d'une certaine manière, s'étioler, disparaître, devenir obsolètes, etc. Et ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire il y a les événements de l'échec et de la souffrance, puis il y a d'autres événements qui seraient des événements de la découverte et de la réussite. Et dans les deux cas de figure, soit il y a trop de mémoire et il y a trop d'expérience qui insiste et qui brouille, qui agit, qui perturbe, qui organise une part de l'activité, mais malheureusement au détriment d'une certaine modalité satisfaisante d'existence, ou soit ce qui était possible et qui crée du positif, des expériences de type Archimède, sans doute, il devait en éprouver une certaine satisfaction de cette prise de conscience. S'il n'y a pas de reprise dans les situations, mais aussi de reprise avec les autres et dans le monde social, culturel, s'il n'y a pas de reprise, on a le sentiment que la mémoire, elle ne peut pas exister. Alors, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre dans ce sens-là, mais il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre qui est véritablement à travailler et qui est, dans une certaine mesure, assez proche de ce que dit Yves, mais dit un petit peu autrement, ce qui ne veut pas dire que c'est pensé nécessairement autrement. Et puis, je rappellerai une chose sur laquelle Alain Savoyen a toujours insisté. Je ne le dirai pas aussi bien que lui, parce qu'il le disait extrêmement bien. Quand il parlait des processus d'appropriation et d'assimilation de l'action, il insistait véritablement sur une chose, c'est que l'action, lorsqu'elle est assimilée et qu'elle fonctionne, je dirais, pour vivre les expériences professionnelles ou les autres expériences, et là, pour destin, et probablement c'était même ce qu'il entendait parfois, comme critère de bonne assimilation, c'est d'être oublié comme tel. Et de fonctionner, d'être là, d'être à disposition, mais sans pour autant qu'on ait besoin d'en avoir ni conscience, ni explicitation, ni pensée active et volontaire pour une part de cette action. Et je crois que cette idée qu'à un moment donné, l'oubli est un critère de qualité de l'assimilation de l'action peut aussi nous aider à penser les questions de mémoire, en sachant qu'évidemment, elle n'est pas complètement oubliée comme telle, mais que son oubli, au sens d'une mémoire consciente, volontaire, bibliothécaire, etc., et même des composantes et des étapes par lesquelles est passée l'assimilation de l'action, ça me paraît quelque chose d'intéressant à réfléchir et donc à retrouver aussi dans les textes d'Alain Savoyen, et c'est pas seulement pour faire in memoriam. Catherine, est-ce qu'on se donne le temps de la réponse de l'USOPR ? Je pense que oui.
pense que oui. Alors, sur la question du court terme et du plus long terme, je crois que la question est importante. Moi, je relierais les deux choses dans l'idée d'une sorte de cycle ou de circuit permanent où il y a du court terme et du long terme, ce cycle étant le cycle même de la vie. C'est-à-dire que l'expérience vécue relèverait de ce court terme dont tu parlais tout à l'heure, mais je crois que le passage sur du long terme, c'est-à-dire une mise en patrimoine de ce que peut apprendre l'expérience dans la durée, cette stabilisation, cette prise de statut d'invariant, d'invariants individuels qui vont se confronter à des invariants collectifs, ça ne se fait pas directement, comme je le disais tout à l'heure. Il y faut une étape intermédiaire, et c'est là que je différencierai les deux acceptions de inconscient dont tu parlais tout à l'heure. Je crois qu'il y a un sens du mot inconscient qui est celui qu'a bien isolé quelqu'un comme Vermersch, par exemple. Quand Vermersch parle de choses qui sont inconscientes, il ne parle pas de l'inconscient freudien. Il dit notre action nous échappe et il faut mettre en place des dispositifs qui permettent, alors dans le cas de Vermersch, de faire de la remémoration, dans le cas de l'entretien au sosie, par exemple, de prendre en compte à la fois l'adressage et cette orientation vers du futur dont tu parlais tout à l'heure. Et on a là des dispositifs d'explicitation adressés et plus ou moins projetés vers l'avenir avec cette dimension de la mémoire. Ce qui va permettre la mise en patrimoine et des invariants de l'action individuelle et collective qui, à chaque fois, doivent déboucher vers la constitution de ressources pour une action nouvelle. C'est pour ça que je parlais, au fond, d'un cycle permanent de reprise des significations et du sens de son action. Par contre, alors, si on veut bien admettre, sans chercher à donner de définition définitive de l'inconscient, alors ça fait des années que... Parce qu'il se trouve qu'on fait partie du même labo, donc c'est un débat qui est là en permanence sur l'inconscient, c'est de l'activité non réalisée qui insiste, c'est à la fois très séduisant et à la fois je n'arrive pas à rentrer complètement là-dedans. Pour moi, l'étape intermédiaire entre le court terme de l'expérience vécue et le plus long terme d'invariants stabilisés devenus éléments constitutifs de l'histoire et de la personne, lorsqu'il s'agit de l'inconscient freudien, ça ne relève pas des mêmes processus. Je pense que les déterminants de l'action que l'on va pouvoir aborder lorsqu'il s'agit de ce qui nous échappe, mais auquel on peut avoir accès de manière relativement économique à travers des dispositifs sosie, entretien d'explicitation, ce n'est pas le même inconscient que celui que l'inconscient freudien en question, et ne relève donc pas des mêmes dispositifs de prise en compte, je ne sais pas comment, en tout cas de prise en compte dans une perspective développementale constituant la ressource d'un autre type d'action. Et alors, juste une remarque sur un truc très important sur le corps en mouvement dans cette évocation du passé, il y a chez Nicolas Daudier des choses très intéressantes qui sont dites sur la gestuelle tournée vers la réalisation de l'action, vers l'atteinte de la performance, vers les objets sur lesquels il s'agit d'agir, et la gestuelle argumentative, c'est-à-dire la gestuelle qui donne à voir, qui met en visibilité l'activité qui échappe au regard, qui est énigmatique, à des fins d'argumentation. C'est-à-dire qu'on le retrouve dans le sosie, mais on le retrouve dans l'activité même, dans la mesure où on veut bien admettre que travailler, c'est toujours à la fois agir sur le monde pour le transformer et tenter de mettre en visibilité son action pour alimenter la dynamique de la reconnaissance, pour parler comme de jour. Eh ben, on va arrêter là la session. On a privilégié les réponses et les discussions dans la table ronde. On ne peut pas laisser filer le temps davantage. Donc on n'a pas pris l'option de faire parler la salle, mais on discutera au-delà. Merci.